Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Nathalie Devineau, assistante au service prévention chez Harmonie Mutuelle et je vous souhaite la bienvenue à tous pour cette conférence aujourd'hui qui aura pour thème « Soigner son assiette pour soigner son moral ». Voilà. Donc c'est notre deuxième édition du cycle de webinaires sur la santé des femmes, après le succès de l'édition 2024 qui avait rencontré 11 000 personnes inscrites à nos conférences. Donc merci à tous pour votre fidélité. Que ce soit hommes ou femmes, tout le monde est concerné par la santé des femmes, parce que ce programme a pour objectif de vous sensibiliser sur des thématiques de prévention, comme l'activité physique, l'alimentation, comme on voit aujourd'hui, la santé mentale, sexuelle et environnementale, et plein d'autres thématiques qui concernent les femmes et donc aussi un peu les hommes. Donc pour cette édition 2025, nous avons programmé 8 rencontres, dont 5 seront programmées en podcast. Donc vous pourrez prochainement recevoir les podcasts de ces rencontres, notamment celle d'aujourd'hui. Voilà. Pour la rencontre d'aujourd'hui, donc nous accueillons Géraldine Aignan, qui est coach certifiée en nutrition santé et micronutrition, et Eric, qui est le fondateur d'Akayogi, qui est un partenaire avec lequel nous collaborons régulièrement avec Harmonie Mutuelle. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une agréable rencontre. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions en bas à droite de votre écran et à nous indiquer vos remarques dans le chat. Voilà. Je vous souhaite une très bonne rencontre. À tout à l'heure. Merci Nathalie. Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui donc pour ces nouvelles rencontres santé en direct d'Harmonie Mutuelle autour de la nutrition, et on va aborder un angle particulier de la nutrition qui est la santé mentale. Comment finalement prendre soin de notre santé mentale et de notre bonne humeur par la nutrition. Pour ce faire, on a la chance d'accueillir Géraldine Aignan aujourd'hui. Bonjour Géraldine. Bonjour Eric, bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, donc je ne te le présente plus, tu es effectivement ingénieur agronome de formation, mais tu t'es formé en tant que coach micronutrition, nutrition et micronutrition auprès du docteur Lionel Coudron, qui a créé l'Institut SIN, qui fait référence en la matière. Olivier Coudron, pardon, et qui fait la promotion donc d'une alimentation santé et durable pour prendre soin de notre santé mentale et de notre santé physique. Alors, santé mentale. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler de bonne humeur, de santé mentale au sens large, d'avoir un bon moral. Et donc ça, finalement, ça fait tout de suite référence à notre cerveau et au bon fonctionnement de notre cerveau. Donc on peut peut-être rappeler quelques fondamentaux sur le fonctionnement du cerveau. Tout à fait, Eric. Le cerveau, en bref, qu'est-ce que c'est? Quelques points donc à retenir. Le cerveau, c'est un petit organe. C'est 2% du poids corporel. Ça représente à peu près 1,3 kg. Donc, c'est petit, mais pourtant, le cerveau, il carbure. C'est un gros consommateur d'énergie. En fait, il consomme près de 20% de l'énergie de notre corps. Donc, en termes d'énergie, il faut imaginer, c'est comme si on avait une ampoule de 20 watts allumée en permanence. Même quand on ne fait rien, même quand on dort, il y a ce besoin d'énergie permanent dans notre cerveau. Et c'est bien normal parce que le cerveau, il gère quand même beaucoup de choses. Il gère nos mouvements, nos comportements, nos pensées, nos émotions, notre parole, voilà, toutes nos fonctions cognitives et bien sûr notre humeur. Alors pour ce faire, il a une armée de neurotransmetteurs. Vous savez, ce sont ces messagers chimiques, et il y en a qui influencent largement notre humeur, dont 2 dont on va parler aujourd'hui, qui sont la dopamine et la sérotonine. Et on va voir qu'il y a des nutriments essentiels pour bien synthétiser ces neurotransmetteurs. Le cerveau, c'est aussi vraiment une grande galaxie, un peu on pourrait imaginer ça, de cellules. C'est 100 milliards de neurones. Et tous ces neurones, ils sont recouverts en fait d'une membrane de matière grasse. Et on va voir à quel point les matières grasses de notre assiette ont un impact en fait sur le bon fonctionnement du cerveau. Et enfin, un dernier point important, c'est que le cerveau, pour fabriquer toute cette énergie, il a besoin d'une molécule bien précise qui est le glucose, qu'il faut lui amener de manière constante, permanente. Et on va voir comment c'est possible. Donc finalement, en fait, notre alimentation, via aussi notre intestin forcément, impacte nos pensées, notre capacité à nous adapter au stress,
notre humeur, nos émotions. Et donc, l'idée, c'est de voir comment la qualité et le contenu de notre assiette peut avoir une influence sur notre humeur. Et donc, j'espère vous donner aujourd'hui la bonne recette, je dirais, pour avoir une assiette bonne humeur. Très bien. Et c'est d'autant plus important qu'on sait, hélas, que les femmes sont 2 fois plus touchées que les hommes sur des pathologies dépressives, en termes de dépression. En sens large, les études sont assez flagrantes là-dessus. Donc, on va vraiment regarder comment l'alimentation peut vraiment être un allié pour notre santé mentale. Alors, le sommaire apparaît peut-être en slide, mais on va aborder cette thématique en 5 parties. Manger du bon gras. Deuxième point, manger du bon sucre. En troisième partie, on verra la fameuse chronobiologie. Quatrième, le microbiote, pardon. Et en cinquième et dernière partie, on regardera les fameux ennemis du cerveau. Alors, on va commencer tout de suite par le bon gras. Manger du bon gras, c'est un titre un petit peu provoquant parce que c'est assez contre-intuitif. On a entendu toute notre vie que le gras était mauvais pour rester en bonne santé. Donc, qu'est-ce que tu vas nous dire? Je suis curieux de l'entendre. Alors surtout nous les femmes, on a tendance à dire oh là là, surtout pas de gras, on va grossir, on va prendre du poids, ou pour rester garder la ligne, on fait la chasse au gras. Et pourtant le gras, c'est la vie, et notre cerveau, il aime le gras. Il y a vraiment des matières grasses essentielles, indispensables qu'il faut qu'on ait dans notre assiette. J'aime bien ça, le gras, c'est la vie. Ça, je vais le retenir. Alors, quand on parle de matières grasses, peut-être un petit éclairage sur le terme un peu plus scientifique qu'on peut voir sur les étiquettes alimentaires, sur les emballages. C'est ce qu'on appelle les lipides. Oui, voilà. Donc, dans nos 3 grands nutriments, on parle évidemment des lipides, des matières grasses, et on va parler aussi dans le déroulé aujourd'hui, bien sûr, des protéines et des glucides. Mais là, on s'intéresse au gras. Très bien. Alors, avant de rentrer dans les différentes sources de ce bon gras, on peut peut-être rappeler en quoi le gras est si important pour le bon fonctionnement de notre cerveau. Alors en fait, donc je vous le disais, il y a tous ces neurones dont la membrane est constituée de matière grasse. Donc il faut imaginer le cerveau comme une boule de matière grasse. Et le gras de notre assiette va vraiment avoir une influence considérable sur le bon fonctionnement du cerveau, sur sa structure, sur sa protection. Et il y a notamment un acide gras bien particulier qui est de la famille des oméga 3. D'ailleurs, quand les chercheurs l'ont trouvé, il y en avait une telle quantité dans le cerveau qu'ils l'ont appelé l'acide cervonique. Et puis, il a été rebaptisé acide docosahexaénoïque, un nom un peu barbare, donc on va l'appeler le DHA. Et cet oméga 3, ce DHA, il est vraiment essentiel en fait à la bonne fluidité de la membrane de nos neurones. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Donc en fait, ces oméga 3, ils facilitent la communication entre les neurones. Ils permettent d'avoir de meilleures connexions. Donc c'est vraiment un oméga 3, un acide gras très précieux, essentiel et qui joue un rôle sur le bon fonctionnement de notre cerveau, sur notre humeur. Et on sait aujourd'hui que malheureusement, il n'est pas assez consommé. 80% des gens ne consomment pas assez d'oméga 3. Il faut donc l'apporter dans notre assiette. Ça va être très important de l'apporter. Ces oméga 3, ils ont aussi des propriétés anti-inflammatoires très intéressantes. D'ailleurs, quand on veut avoir une alimentation anti-inflammatoire, je pense à des femmes qui auraient des douleurs de règles, de l'endométriose, qui cherchent justement à apporter dans l'alimentation ces anti-inflammatoires, eh bien, les oméga 3 en font vraiment partie. On sait aujourd'hui que notre alimentation moderne apporte souvent trop d'autres acides gras qui sont les oméga 6, alors qui ont aussi leur intérêt, mais qui, apportés en trop grosse quantité, eux, provoquent plutôt plus de l'inflammation. Ils sont plutôt pro-inflammatoires, là où nos fameux oméga 3 ont vraiment un rôle anti-inflammatoire très intéressant, et vraiment sur la protection de notre cerveau, sur les maladies neurodégénératives, sur nos capacités cognitives, sur notre humeur. Ils jouent un rôle très important. Ah oui, effectivement. Là, tu viens de passer en revue un spectre de pathologies quand même très large. Donc intéressant, ces oméga 3 qui ne peuvent venir que de l'extérieur, le corps ne les produit pas. Il faut leur apporter les prémices pour que le corps puisse justement les fabriquer. Très bien. Alors justement, quelles sont ces fameuses sources d'oméga 3 ? Alors, il y a d'abord une première source d'origine végétale, c'est bien sûr les huiles. Voilà, là, ça c'est une bonne matière grasse, à condition de prendre effectivement les bonnes huiles, puisque toutes les huiles n'ont pas la même conteneur en acides gras.
il y a une huile qui est très intéressante qui apporte des oméga 3. C'est l'huile qui est là d'ailleurs, c'est une huile de colza. L'huile de colza est très intéressante parce qu'elle a un bon rapport justement oméga 6 sur oméga 3. Elle a aussi de la vitamine E qui protège ces oméga 3 de l'oxydation. Et donc c'est vraiment une huile qu'on peut utiliser au quotidien, à la fois pour des vinaigrettes, mais aussi pour des cuissons douces, sans problème, faire revenir des légumes à la poêle jusqu'à 180 degrés, vraiment sans problème. Donc, c'est vraiment à mettre dans vos placards. Si vous ne cuisinez que à l'huile d'olive, par exemple, eh ben, je vous invite à mettre aussi voilà, une huile de colza dans vos placards et de l'utiliser aussi quotidiennement. Alors, il y a d'autres huiles qui sont aussi très riches en oméga 3. Il y a l'huile de lin ou l'huile de cameline. Ah oui, on en a d'ailleurs ici. Mais c'est des huiles voilà, plus fragiles, d'ailleurs, qu'il faut voilà, Sortir conserver, du frigidaire. voilà, conserver dans le frigidaire. C'est des huiles qui sont beaucoup plus fragiles, qui s'oxydent plus rapidement. Et donc, on ne peut les utiliser qu'en vinaigrette. Voilà, donc j'insiste plutôt particulièrement sur l'huile de colza, qui est peut-être un peu plus facile et aussi moins onéreuse que d'autres L'huile de lin ou l'huile de cameline. Très bien. Alors, les huiles, c'est bien. Est-ce qu'il y a des sources un peu plus solides d'oméga 3? Oui, exactement. Alors, il y en a une autre qui est aussi d'origine végétale, c'est les fameuses noix. Alors, vraiment la noix, voilà, qu'on appelle la noix de Grenoble, qu'on doit casser pour la consommer. Ça, c'est aussi un super aliment riche en oméga 3. C'est aussi un aliment qui est riche en fibres et on va voir que ça a son importance. Riche aussi en plein de micronutriments, en magnésium, en fer, en vitamines du groupe B, vitamine E. Voilà, donc c'est vraiment... C'est une bombe de bonnes choses. Exactement. Et ce qui est drôle, je me permets de te couper, mais je réalise qu'en fait, ça a la forme d'un cerveau, une noix. Exactement, c'est assez marrant. Peut-être que vous l'avez à l'écran, mais c'est vrai que quand on la enlève de sa coquille, petite forme, ressemblance avec le cerveau pour nous rappeler à quel point voilà, ces oméga 3 sont importants pour notre cerveau. Et donc, on peut en consommer au quotidien une poignée par jour, vraiment sans problème. Je vous rassure, ça n'est pas ça qui vous fera grossir. Les oméga 3, je le répète, ne font pas grossir. Au contraire, ils aident même à stabiliser le poids. Alors, il y a aussi d'autres sources d'origine animale. Alors, il y a des œufs. Alors, pas n'importe quel œuf. Parfois, sur les boîtes, vous pouvez voir écrit œuf oméga 3. Donc ça, c'est top parce que c'est clairement identifié. Mais il y a aussi un label en France qui commence à être de plus en plus connu, reconnu et répandu, qui est le label Bleu Blanc Cœur et qui en fait garantit justement une bonne quantité d'oméga 3. Pourquoi ? Parce que dans cette filière d'élevage, les éleveurs sont en fait obligés de donner des graines de lin. Les graines de lin sont elles aussi très riches en oméga 3. Ils donnent notamment là aux poules des graines de lin qu'elles picorent et donc on va retrouver dans le jaune de l'œuf 6 fois plus d'oméga 3 que dans un œuf de la filière conventionnelle ou même de la filière bio. Donc c'est vraiment intéressant de repérer, quand vous faites vos courses, ce petit logo. Alors c'est valable pour les œufs, mais c'est aussi valable pour d'autres produits animaux. Ce petit logo garantit une bonne quantité d'oméga 3. Les œufs, c'est vraiment très intéressant parce que c'est aussi une très bonne source de protéines de bonne qualité. Oui. Ça contient aussi plein de micronutriments, de l'iode, notamment très intéressant pour le cerveau. Donc c'est pareil, c'est vraiment un aliment vedette qu'on peut consommer au quotidien, qui va vraiment avoir un rôle important dans les maladies neurodégénératives et pour la mémoire. Et puis, dernière source aussi intéressante, oui. Ce sont tous les petits poissons gras des mers du Nord. Ah oui, super. Alors, par exemple, sardines, maquereaux, harengs. Ah oui. Ici, qu'est-ce qu'on a ici? Je regarde si on a quelque chose dans le frigidaire. Des anchois peut-être. Des anchois, voilà. Mais en tout cas, voilà, tous ces petits poissons gras des mers du Nord sont aussi très riches en fameux DHA. Voilà, filet d'anchois. Superbe boîte d'anchois. Ouais, non, mais c'est vraiment c'est de la balle, hein, ça, comme on dit. Ouais. Facile à utiliser en plus. Hein. Très facile, vraiment, ouvrir une boîte de sardines, c'est pas compliqué. Et la bonne dose, en fait, c'est de consommer 2 boîtes de sardines
par semaine par personne. Ah oui, Voilà. quand même. Voilà. Et là, vous êtes sûr d'avoir votre bonne quantité de DHA. Et vraiment, je le répète, c'est des produits qui sont très intéressants pour la protection du cerveau et évidemment pour notre humeur, notre morale. Alors, est-ce qu'il y a peut-être des questions sur cette première partie, Dan? Bonjour Eric, bonjour Géraldine. Alors il y a pas mal de questions qui sont pas forcément toujours en rapport avec, avec cette introduction. Il y a Isabelle qui nous demande combien d'œufs au quotidien. On peut consommer. Alors, si c'est des œufs oméga 3, j'insiste là-dessus, eh bien, il n'y a pas de problème à consommer 2 œufs par jour. Voilà, mais j'insiste vraiment parce que, en fait, les poules qui ne sont pas nourries avec des graines de lin, donc les poules de la filière conventionnelle ou même de la filière bio, elles vont plus être nourries avec des graines de soja, de tournesol, de maïs. Et ça apporte des oméga 6. Donc, in fine, si vous consommez beaucoup d'œufs de ces filières-là, vous allez consommer, entre guillemets, des œufs oméga 6. Et comme je vous l'ai dit, quand on a trop d'oméga 6, on crée plutôt de l'inflammation. Donc vraiment, si on arrive à trouver ces œufs bleu blanc cœur, ou si vous avez des poules maison, si vous avez la chance d'avoir des poules chez vous, donnez-leur des graines de lin et vous aurez des œufs oméga 3. Ok, alors je vais peut-être enchaîner avec une ou deux autres questions qui sont posées dans l'onglet questions. Alors, concernant les sardines, n'y a-t-il pas un risque de consommer, nous demande Sophie, du BPA ou un autre perturbateur endocrinien en mangeant des boîtes de sardines? Enfin, pas des boîtes, des sardines en boîte. Voilà, parce que normalement, on ne consomme pas trop la boîte. Mais normalement, l'agroalimentaire, maintenant, doit veiller justement à ces emballages et on ne devrait pas retrouver ce genre de perturbateurs endocriniens dans les boîtes de conserve. Après, il y a aussi une alternative, je me permets de dire, on peut maintenant trouver des sardines dans des bocaux en verre. Il y en a aussi. Et puis, il y a surtout les sardines fraîches aussi qu'on pourrait trouver de temps en temps sur les étals du marché. Voilà, ça c'est génial. C'est vrai qu'il y a pas mal de frais, c'est super. Ouais. C'est vrai que le verre est une bonne alternative. Merci beaucoup. Deux petites questions rapides sur les huiles. Une question de Florence qui nous demande combien de temps je peux garder mes huiles. J'en ai qui ont plusieurs années dans mon placard. Et puis également une autre question de Sophie autour de l'huile de noix. Qu'en est-il de l'huile de noix? Est-ce que c'est une bonne huile? Alors, les huiles, en fait, ça va dépendre des types d'huiles au niveau de la conservation. Donc, l'huile d'olive, par exemple, peut se conserver assez longtemps. Il y a des huiles qui contiennent plus même des acides gras qui deviennent même solides. Et donc ça, c'est par exemple l'huile de coco. Peut-être que vous connaissez ça. Elle est solide, elle va se conserver plus longtemps, mais elle contient plus du gras saturé. Donc, c'est des huiles qu'il faut consommer de manière vraiment occasionnelle. Hein. Comme je vous le disais, les huiles du quotidien, c'est plutôt l'huile d'olive qui est une très bonne huile pour la santé, mais qui ne contient pas nos oméga 3, l'huile de colza, voilà. Là, qu'on peut conserver quand même aussi un certain temps, mais pas des années. Et quant aux huiles qui ont vraiment des acides gras oméga 3 qui ne sont pas protégés par l'oxydation, type huile de cameline, huile de lin, la durée est assez courte en fait. Hein, c'est dans le frigidaire et c'est à consommer dans le mois après ouverture. Parce que sinon, en fait, ces oméga 3 vont s'oxyder, ça va rancir. Et d'ailleurs, l'huile aura plutôt mauvais goût. Alors, l'huile de noix, vous avez raison, c'est produit par effectivement cette petite noix de Grenoble, mais le rapport oméga 6 sur oméga 3 n'est pas aussi bon qu'on pourrait le penser. Donc, voilà, à utiliser de temps en temps. D'ailleurs, ça donne du goût quand même, notamment, je pense, quand on fait une petite salade endive, noix, roquefort, voilà, ça s'y prête bien, mais ce n'est pas forcément l'huile du quotidien non plus. Très bien. Alors, merci. Peut-être une dernière question, parce que ça concerne les œufs, elle est plutôt intéressante, sur leur préparation. Est-ce que ça change quelque chose? Œufs durs, quiche, voilà. Quels sont les conseils autour de l'utilisation des œufs? Alors, les oméga 3, il y a des tests qui ont été faits pour montrer que, quelle que soit la préparation de l'œuf, on retrouve la même quantité d'oméga 3, qu'il soit à la coque, au plat, en quiche, en gâteau. Voilà, vous retrouverez toujours vos oméga 3 dans vos préparations. Donc, allez-y sur les œufs.
Bon, ben, très bien. Merci pour ces questions. On enchaîne sur la deuxième partie. Après un titre détonnant, manger du bon gras, on en a un second pour vous, manger du bon sucre. Donc, du bon sucre, alors là, c'est carrément contre-intuitif parce que moi, j'ai toujours entendu dire que le sucre était le grand méchant loup pour rester, enfin, par rapport à notre santé, pour rester en bonne santé. Il fallait éviter le sucre le plus possible. Donc, je suis curieux d'entendre là ta version. Alors en fait, voilà, je vous l'ai dit quand même, le seul nutriment énergétique du cerveau, c'est le glucose. Donc il faut apporter du glucose de manière constante à notre cerveau. En revanche, c'est vrai que si le débit subit des variations, alors là, on va commencer à fatiguer notre cerveau, à rester pas très concentré ni attentif. Alors, il y a peut-être une petite slide qui s'affiche, qui vous montre justement l'effet de cette fameuse glycémie. La glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Quand on mange des produits très sucrés, eh bien très vite, cette glycémie, ce taux de sucre dans le sang augmente. On se trouve sur la courbe rouge. Voilà, le taux de sucre augmente assez rapidement. Là, le corps va sécréter une hormone, notamment le pancréas va sécréter donc l'insuline, qui est l'hormone qui est là pour réguler notre taux de sucre dans le sang. Et donc elle va faire son job. Elle va aller stocker le sucre dans les organes dans lesquels elle peut le stocker, c'est-à-dire le foie, les muscles, les cellules adipeuses. Et puis donc, eh bien, on a une chute de ce taux de sucre dans le sang, de cette glycémie, qui nous entraîne en fait une hypoglycémie réactionnelle. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est le coup de pompe. Notre cerveau n'a plus ce fameux glucose, n'est plus irrigué en glucose, et donc il fatigue et il nous réclame forcément un peu de sucre, et hop, on repart sur cette courbe, et on fait comme ça des yo-yo de glycémie. Oui. Alors justement, pourquoi justement ces yo-yo dont tu parles sont si délétères pour le cerveau et pour notre santé au sens large? Alors vraiment, ça entraîne de la fatigue, ça entraîne de la mauvaise humeur, et puis ça peut même entraîner, si on en fait très régulièrement, des maladies métaboliques, des complications comme du diabète de type 2. Mais on sait vraiment aujourd'hui que manger des sucreries, trop de sucre altère le bon fonctionnement de nos neurones, crée de la neuro-inflammation et qu'il faut donc essayer de limiter ces trop de sucreries parce que ça va vraiment engendrer des troubles de l'humeur notamment. Et donc, il faut essayer de rester sur cette fameuse courbe bleue. C'est une courbe qui augmente en fait raisonnablement la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. D'accord. Donc, pour ça, en fait, il faut privilégier deux sources. Oui. D'abord, ce qu'on appelle des glucides complets et des fibres. Alors, les glucides complets, ce qu'on appelle des glucides complets, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les céréales complètes. Ah oui. Voilà, donc on en a d'ailleurs là. Voilà, on a une belle bibliothèque ici par exemple, du riz blanc, complet. Voilà. Riz complet. Vaut mieux du riz complet que le riz blanc? Voilà, il vaut mieux du riz complet, qui n'a pas été raffiné, qui va contenir justement encore toutes ces glucides complets. Et qui a un niveau glycémique plus bas. Voilà, exactement, qui ne va pas trop faire élever cette glycémie. Là, c'est de la semoule complète aussi. Ouais, du quinoa. Du quinoa, super. Et puis, toute la famille, effectivement, des légumineuses qu'on a là. Donc là, c'est les lentilles. Voilà. Différents lentilles corail, voilà, et les haricots. Et toute la grande famille en fait de ces légumes secs, ces légumineuses. Je m'en sors bien. Qui effectivement apportent tous ces glucides complets très intéressants et qui sont aussi riches en fibres. Tous les fruits, les légumes aussi sont riches en fibres. Et les fibres, ça permet de diminuer la charge globale, la charge glycémique d'un repas, d'où l'importance de consommer ces fibres pour rester en fait sur cette courbe bleue et ne pas trop faire varier cette glycémie. Et on sait aujourd'hui que dans notre alimentation moderne, elle apporte aussi beaucoup de sucre rapide, de produits raffinés et pas assez justement de ces produits complets et de tous ces végétaux dont nous avons besoin pour apporter ces fibres. D'accord. Donc, en résumé, si je comprends bien, éviter les aliments trop sucrés pour rester en bonne santé cognitive, je dirais, et garder un bon moral. Ça a vraiment un impact flagrant. Énormément sur la mémoire, sur l'humeur, très important. Est-ce que, Dan, il y a des questions sur le sucre? Alors oui, il y a plusieurs questions. Il y a une question autour du miel. Nous demande Claudine, est-ce que le miel n'est-il pas le meilleur sucre?
Alors, le miel est un sucre effectivement naturel, intéressant. Ça reste néanmoins un produit très sucré. On va peut-être en parler dans notre troisième partie au moment du petit déjeuner. Voilà, ça reste un pouvoir sucrant fort, le miel. Et d'ailleurs, pour le miel, intéressant à savoir, j'ai appris récemment que si on met du miel pour sucrer son thé ou son café, les apports bénéfiques du miel, qui sont assez multiples, hein, au-delà de l'aspect uniquement sucré, disparaissent au contact avec la chaleur, apparemment la chaleur du thé ou du café. Donc, il vaut mieux prendre une petite cuillerée de miel avant et boire ensuite son café, hein, juste pour information. Mais on peut aussi sucrer le café avec du miel. Oui. Alors, on a une question de Pascal qui demande: manger un dessert sucré après un repas est-il mauvais pour la santé? Alors, mauvais pour la santé. Alors, moi, je pars du principe que l'alimentation, ce qui est très important, c'est de se faire plaisir. Et d'ailleurs, notre cerveau, il a besoin de plaisir dans l'assiette. C'est très bon pour notre morale. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez là, mais j'ai plein de plaquettes de chocolat parce que voilà, le chocolat, c'est vraiment un super aliment qui est bon pour le moral et quand on le prend avec beaucoup de cacao. Hein, aujourd'hui, c'est bien indiqué sur les plaquettes, donc je trouve ça super, mais un cacao bien noir, au-delà de 70-75% de cacao dans une tablette, eh bien, vous apportez justement pas trop de sucre et vous apportez plein de couleurs. Je vais y revenir, c'est vraiment un aliment plaisir. Après, si on prend un gros dessert, pâtisserie très sucrée, eh bien, c'est certain on va faire augmenter notre glycémie. Alors, on peut avoir pris avant, évidemment, plein de légumes. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est compenser par tous ces fibres, donc la moitié de légumes dans l'assiette pour avoir un maximum de fibres qui vont quand même permettre de diminuer la charge globale du repas. Un jus de citron fait aussi diminuer la charge glucidique. Quand vous faites une vinaigrette, utilisez toujours du vinaigre. Le vinaigre aussi va jouer sur l'impact glycémique et la charge globale du repas. Mais si votre repas, plat, il est constitué de pâtes éventuellement blanches, paraffinées, un peu de crème fraîche et derrière une grosse pâtisserie, là, effectivement, vous partez sur la courbe rouge. Oui, parce que les pâtes sont quand même considérées comme des sources de sucre. Voilà, si elles sont blanches et pas du tout, très raffinées, pas complètes, c'est sûr que là, vous allez partir plus rapidement sur cette fameuse augmentation de la glycémie qui va quand même vous fatiguer. Et puis, un coup de pompe, on a envie de dormir à 3 heures de l'après-midi devant son écran. Clairement. Ce que je retiens, ce qui est intéressant, c'est de constater que si on commence le repas par des végétaux, une salade typiquement, on va diminuer l'impact du sucre qui va suivre ensuite. En tout cas, c'est important d'avoir ces végétaux dans l'assiette qui vont apporter ces fibres. Ouais. Donc, ce que faisaient nos grands-mères, moi, je pense à ma grand-mère quand j'allais le dimanche manger le fameux poulet frites, poulet pommes de terre. On commençait toujours par une salade. On commençait toujours par une salade verte. Ouais. D'autres questions, Dan? Une question de Karine autour des fruits, mais je pense quelque part encore une fois ce que tu disais, Géraldine, autour du fait que beaucoup d'aliments contiennent du sucre, ou en tout cas ont un apport glucidique. Donc les fruits, est-ce que à petite dose, moyenne dose? Oh non, les fruits, on va y revenir. Alors, je vais peut-être pas répondre à cette question. Je vais en parler dans la troisième partie qui commence. Ou peut-être la quatrième avec le microbiote. Mais on va reparler des fruits. Les fruits, on apporte effectivement des glucides. On a ça en tête que ça apporte du sucre. Mais vraiment, il faut consommer des fruits. Et il faut consommer surtout des fruits entiers, à croquer. C'est ça qui garde les fibres. Si vous prenez par exemple un jus de fruits ou une compote, eh bien là, effectivement, il y a beaucoup moins de fibres et donc la charge glycémique de la compote est plus élevée que la pomme dans laquelle vous pourriez croquer. Mais consommer des fruits, c'est important. Oui, fameux 5 fruits et légumes par jour. Voilà. Alors, ça nous amène à la troisième partie. Est-ce que je vois que le temps passe? Peut-être, Dan, si tu as d'autres questions, on les reprendra juste après. Troisième partie sur la chronobiologie. Alors, c'est vrai qu'on entend depuis quelques années parler de chronobiologie et de l'importance de cette notion de cycle, en quelque sorte, et de rythme. Donc, c'est quoi exactement la chronobiologie? Alors, en fait, en 2017, il y a 3 chercheurs américains qui ont reçu justement le prix Nobel de médecine, qui ont prouvé les liens entre chronobiologie et santé.
La chronobiologie, c'est vraiment l'étude de nos rythmes biologiques dans notre organisme. C'est-à-dire que toutes nos fonctions sont soumises à une horloge interne qui est nichée d'ailleurs au cœur du cerveau et qui nous impose un rythme de 24 heures qu'on appelle le rythme circadien. Et donc, la régulation, en fait, de la pression artérielle, de la température de notre corps, la synthèse de telle hormone, tel neurotransmetteur, tout ça a vraiment un rythme très important. Oui, très rythmé, quoi, alors, hein. Donc, en quoi cette chronobiologie, finalement, est importante pour notre santé mentale et notre bonne humeur? Eh bien, on sait justement que notre assiette, les prises alimentaires de nos repas, va jouer un rôle et elle peut synchroniser ces horloges ou au contraire complètement les perturber. Et notamment pour la synthèse de ces neurotransmetteurs, je vous le disais, on a besoin de protéines et donc il va falloir apporter des protéines pour bien synthétiser tous ces neurotransmetteurs et notamment, je vais prendre l'exemple de cette fameuse dopamine, ce neurotransmetteur qui est vraiment un neurotransmetteur très important, c'est le starter du matin. C'est celui qui nous fait démarrer la journée, qui nous fait envie d'aller au bout des projets, qui nous permet une bonne motivation, une concentration, une attention. Voilà, c'est vraiment le dopant. Hein, c'est comme ça qu'on part de bonne humeur le matin. Eh bien, notre cerveau, pour bien synthétiser cette dopamine, il a besoin de protéines. Donc, il faut en fait apporter des protéines à notre petit déjeuner. Là, on sera en phase justement avec notre chronobiologie. On va démarrer la journée en remettant bien les horloges en ordre de marche. Donc, voilà, quand on dit consommer des protéines au petit déjeuner, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être justement ces fameux œufs, le blanc cœur, ou en tout cas oméga 3. Voilà, on va avoir des protéines. Ça peut être un produit laitier, un yaourt, une portion de fromage, une poignée d'amandes, de fruits à coque, voilà. Ceux qui aiment vraiment le salé, de temps en temps, une tranche de jambon de bonne qualité. Mais voilà, c'est important d'apporter ces protéines le matin. Et je pense aux femmes où on peut être toujours un peu pressé le matin avec éventuellement des enfants à préparer, à déposer à l'école. On peut être un peu speed. Et bien pourtant, voilà, c'est nécessaire de démarrer la journée, en tout cas par un repas bien protéiné qui va mettre en route ces horloges biologiques. Oui, donc même si on ne prend pas un petit déjeuner tôt le matin, l'idée, c'est le premier repas de la journée, même si c'est un peu plus tardif, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ont pas faim le matin et qui ont tendance à manger un peu plus tard en fin de matinée, mais c'est ce premier repas qui doit apporter des protéines. Oui, exactement. D'accord. Donc on est effectivement très loin du petit déjeuner à la française. Voilà. Si je comprends bien, le beurre croissant, tartine beurrée. Eh bien, oui, c'est sûr que là, justement, et la tartine de miel, dont on parlait du miel tout à l'heure, ça va forcément faire augmenter cette fameuse glycémie. Et donc, on peut avoir, après un petit déjeuner très sucré, avoir ce coup de pompe de 11 heures. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre de glucides le matin, hein. On peut bien sûr en prendre, mais on va s'orienter plutôt vers donc, des glucides complets. Donc, du pain complet, des céréales complètes, des flocons d'avoine. Là, il y a des flocons de sarrasin. Voilà, toutes ces céréales complètes qui n'ont pas été raffinées vont être intéressantes au petit déjeuner. Très bien. Je crois qu'on a une slide d'ailleurs qui apparaît à l'écran. Alors, on parle du petit déjeuner / déjeuner, hein, si je comprends bien, ou brunch, enfin maintenant comme on l'appelle, pour ceux qui prennent un petit déjeuner un peu tardif, ce qui est un peu mon cas d'ailleurs. Qu'en est-il du dîner? Parce que le dîner, pour beaucoup d'entre nous, quand même, reste le repas le plus important. On n'a pas beaucoup de temps, on prend un déjeuner un petit peu sur le pouce pour pouvoir avoir de l'énergie dans l'après-midi. Donc, le repas du soir reste quand même le repas principal. Alors, est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Ça arrive effectivement. Et pourtant, à l'inverse, une consommation excessive de protéines le soir, notamment de protéines animales. Un canard. Oui, un canard. Oui, un canard dans la pièce, c'est pas grave, on continue. On va s'en occuper pour le déjeuner. Une consommation excessive de protéines le soir va plutôt empêcher la synthèse d'un autre neurotransmetteur qui est la sérotonine. Et la sérotonine, c'est le neurotransmetteur du calme, du bien-être, de la détente. Et c'est aussi le précurseur de la mélatonine. Vous savez, cette fameuse hormone qui fait qu'on dort. Donc, on va plutôt éviter de prendre des repas trop chargés en protéines animales, notamment le soir. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà fait l'expérience. Voilà, quand on a un repas très riche, très lourd le soir, on dort pas très bien et on sait à quel point le sommeil
a aussi son importance et joue un rôle vraiment important dans notre morale et notre humeur. Quand on dort pas bien, en général, on n'est pas de très bonne humeur le lendemain. Donc, il faut plutôt privilégier un dîner à tendance végétarienne, beaucoup de légumes à nouveau dans l'assiette, et puis, si possible, un dîner pris le plus tôt possible aussi, au moins 2 heures avant d'aller se coucher. On aidera aussi toutes nos horloges à bien se remettre en ordre de marche pendant la nuit, parce que le cerveau gère aussi tout ça pendant la nuit. Et puis, petite aparté, tant qu'on parle des protéines, parce que quand on parle de protéines, on pense toujours à justement œufs, viande, poisson. Alors, la viande apporte des micronutriments très intéressants et notamment du fer. Et ça, c'est vraiment important. Je pense notamment, nous les femmes, on est très souvent malheureusement carencées en fer. En tout cas, tant qu'on n'est pas ménopausée, on peut quand même être carencé en fer. Or, le fer, il a un rôle très important dans la synthèse de ces neurotransmetteurs. Pour la santé mentale, c'est vraiment important de ne pas être trop carencé en fer. Donc, on peut en apporter par la viande, mais pas que aussi. Les protéines, c'est aussi justement toutes ces protéines végétales dont on parlait tout à l'heure, toutes ces légumineuses, qui sont aussi source donc de protéines végétales. Donc ça, c'est intéressant. Source aussi donc de glucides complets dont on a parlé. Et puis plein aussi de micronutriments, du potassium, du magnésium, des vitamines du groupe B. Donc voilà, pas hésiter aussi à les inclure dans ces assiettes. Alors, ils ont un peu parfois mauvaise réputation, ces légumes secs. Pourtant, au moins 3 fois par semaine, c'est vraiment intéressant de prendre aussi ce genre de protéines. Et ces protéines végétales, le soir, sont très bien tolérées. Donc voilà. Très bien. Compléter avec les traditionnels œufs, viande, poisson. Donc œufs, viande, poisson et protéines en général plutôt au déjeuner, et le soir quelque chose de plus relaxant, un dîner plus végétal avec une céréale par exemple et des légumes. Alors 4e partie, on va parler du fameux microbiote, comment chouchouter son microbiote. Alors le microbiote, c'est un peu la grande star, on parle que de ça depuis quelques années. Et justement, tu me disais à quel point finalement les études maintenant sont unanimes pour indiquer qu'un bon microbiote, c'est un microbiote qui est diversifié et qui est notamment alimenté par des fruits et des légumes, et que ça participe énormément à une bonne santé mentale. Oui, exactement. Parce qu'en fait, toute cette consommation de fruits et légumes va permettre d'avoir un microbiote équilibré, diversifié. Alors, quand même, pour définir ce que c'est que le microbiote, je vous rappelle que ce sont tous ces micro-organismes qui colonisent notre intestin. Donc, ça va être des bactéries, des virus, des levures, des champignons, etc., qui sont chez nous, qui vivent chez nous, qui sont évidemment invisibles à l'œil nu, mais c'est quand même des petits habitants qui vont nous rendre beaucoup de services. Et notamment, le microbiote est précurseur en fait de certains neurotransmetteurs, dont cette fameuse sérotonine dont on a parlé. Et donc notre microbiote, en fait, va vraiment avoir et jouer un rôle, va avoir un impact sur notre ressenti, soit justement d'anxiété, soit de bien-être. Pourquoi ? Parce que il communique en permanence avec notre cerveau. Il y a vraiment un dialogue moléculaire qui se fait donc soit par la voie sanguine, soit par le nerf vague, et il communique en permanence. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle maintenant notre deuxième cerveau, ce fameux intestin, parce que, en produisant certaines molécules, il va avoir une influence sur notre bien-être, sur notre humeur, ou à contrario sur de l'anxiété, voire même de la dépression. Donc vraiment, c'est important de bien nourrir ce microbiote. Ça va jouer sur notre vitalité et sur notre sérénité. Et en fait, il est là, on lui offre le gîte et le couvert, et lui, il paye son loyer en produisant des bonnes molécules qui vont vraiment avoir un impact sur notre intestin, mais aussi sur notre immunité et sur notre santé mentale. Voilà. Donc vraiment, c'est très important d'avoir ce microbiote bien équilibré, bien diversifié. Très bien. Alors justement, tu dis microbiote diversifié, c'est essentiel pour avoir une bonne santé mentale. Alors comment on fait, comment on prend soin de ce microbiote ? Alors, ce qui nourrit très bien notre microbiote, c'est les fameuses fibres. Les fibres agissent vraiment sur le microbiote et c'est cette diversité de fibres.
plus en fait on va apporter des fibres différentes, plus on va nourrir toutes les souches écologiques en fait qui sont dans notre microbiote, et donc on va avoir un microbiote diversifié. Alors qu'est-ce que c'est que les fibres, parce que c'est par quoi on les apporte, je l'ai déjà un peu cité tout à l'heure, mais c'est vraiment une grosse consommation de légumes. Donc on va privilégier les légumes frais, de saison, variés et le plus coloré possible. En fait, plus on apporte de couleurs dans notre assiette, plus on apporte de polyphénols. Les polyphénols, c'est ces toutes petites molécules végétales qui donnent la couleur à tous nos fruits, à tous nos légumes. On a un beau plateau de fruits ici. Voilà, il y a beaucoup de couleurs dans la nature, et tous ces polyphénols, ils interagissent même en synergie les uns avec les autres, et ils ont vraiment des propriétés antioxydantes très, très intéressantes qui vont protéger aussi notre cerveau, diminuer le stress oxydant, diminuer l'inflammation. Donc voilà, les légumes, c'est tous les jours, à chaque repas. On parle de 400 voire 600 grammes de légumes par jour, donc c'est beaucoup. Il faut vraiment avoir la moitié de légumes dans l'assiette au déjeuner et au dîner. Et puis, alors les petits légumes entre guillemets vedettes, tant qu'on parle du cerveau, ce sont tous les légumes à feuilles vertes. Donc tu parlais de la salade chez ta grand-mère, voilà, la salade, le cresson, les blettes, les feuilles de blettes, la mâche. Tous ces légumes à feuilles vertes vont apporter une vitamine très intéressante qui s'appelle la vitamine B9. On parle souvent des folates. Voilà, ces folates jouent un rôle majeur dans le cerveau. Donc, pas hésiter aussi à en consommer. Et là, le printemps arrive et on va avoir des beaux étals de fruits et légumes. Alors évidemment, des fruits aussi. Les fruits apportent aussi ces fibres. Donc, ayez en tête, pas un jour sans un fruit. Pour répondre aussi à la question d'une de nos auditrices, c'est important quand même d'avoir cette consommation de fruits entiers, donc c'est ça dont on parlait, qui vont apporter ces fibres. Et les petits fruits, on va dire vedettes, là pour le coup, c'est la myrtille, les myrtilles, parce qu'en général on en consomme plusieurs, mais les myrtilles sont vraiment très intéressantes. Beaucoup d'antioxydants et ont montré leur rôle et leur impact sur les troubles anxieux, dépressifs, et même sur les troubles du sommeil. Donc les myrtilles, c'est pas forcément évident d'en consommer. Donc n'hésitez pas aussi à avoir des produits surgelés chez vous, que ce soit d'ailleurs des légumes bruts ou des fruits bruts. Je trouve que le soir, on est souvent pressé, on arrive, il faut préparer un dîner, c'est pas toujours évident. Donc on a cette aide quand même des produits surgelés qui conservent justement les vitamines. Donc c'est c'est intéressant d'en avoir chez soi. Et puis entre aussi donc dans cette catégorie évidemment de végétaux qui apportent les fibres, on les a cités, toute la famille des légumineuses. Voilà, tous les fruits à coque aussi, donc les noix, les amandes, les noisettes. Voilà, une poignée par jour aussi de ces fruits à coque. Ça va vous apporter amandes. Voilà. Des micronutriments intéressants, notamment du magnésium, très utile aussi pour la santé de nos cellules nerveuses. Et puis aussi tout ce qui est les herbes aromatiques, donc la menthe, le basilic, le thym, le romarin, toutes ces épices aussi qui apportent de la couleur, tous les condiments. Voilà, tout ça, en fait, ça va vous apporter de la couleur, et donc tous ces petits polyphénols vraiment antioxydants très intéressants. Et d'ailleurs, il y a une étude, il y a peut-être une slide qui passe à ce sujet, il y a une méta-analyse de 2020 que je voulais vous partager qui montre qu'une alimentation riche en légumes diminue de 9% le risque de dépression, riche en fruits de 15%, tandis qu'une alimentation inflammatoire augmente, elle, les risques de dépression de 33%. Donc, voilà. C'est une grosse étude qui a été menée et qui montre à quel point l'importance et la richesse de ces fruits et légumes ont un impact sur nos fonctions cérébrales, sur notre humeur, sur notre mémoire, sur nos capacités cognitives, sur le vieillissement du cerveau. Ah oui, donc c'est vraiment un incontournable. C'est intéressant de constater que c'est vrai qu'on a eu tendance maintenant avec l'alimentation plus moderne d'aller sur une alimentation qui est dite uniforme, jaune, marron. Je pense aux pizzas, je pense aux burgers, toute cette alimentation qui a la même couleur et qui frappe par son uniformité chromatique, j'ai envie de dire. C'est exactement ça. Ouais. Et maintenant, on parle parfois d'avoir une assiette arc-en-ciel. Voilà, c'est une petite image aussi à retenir pour se dire, plus il y a de couleurs
dans l'assiette, plus vous apportez de diversité, de fibres, mais aussi de polyphénol. Donc, il faudrait essayer d'avoir à peu près 30 végétaux différents dans l'assiette par semaine. Ah oui. Voilà. Oui, oui. Et on en a. Hein. Oui, 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 il y a Il y a le de quoi choix. faire. Oui, c'est vrai, c'est Il y vrai. a de quoi faire. Il y a un dernier point, c'est tout ce qui est les sources, d'autres sources de fibres. Je pensais aux légumes lactofermentés. Alors ça va apporter effectivement le deuxième grand aliment pour bien nourrir notre microbiote. On a parlé des fibres et il y a aussi les aliments fermentés. Alors là, il y a un bel exemple de légumes effectivement Oui. lacto-fermentés. Donc on connaît en France la choucroute, il y a le kimchi qui nous vient Oui. de Corée. Voilà, on a parfois l'habitude ou pas d'ailleurs de consommer ce genre de produits. Mais peut-être l'aliment, je dirais, fermenté vedette en France, c'est plutôt le yaourt. Voilà, le yaourt nature, basique, c'est un aliment fermenté qui va apporter des super ferments probiotiques et qui va bien nourrir notre microbiote. Certains fromages sont aussi fermentés. Un pain justement au levain à longue fermentation, voilà, est aussi un aliment fermenté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça peut être voilà les légumes, on l'a dit, le miso aussi, Oui, oui, peut-être les un pâtes peu moins miso, composé. oui, ça c'est Et plus. puis les boissons. Alors je sais pas si vous aimez ça, tu connais peut-être Eric le kéfir, le kombucha. Kombucha, oui. Voilà, ces boissons aussi fermentées vont permettre de bien nourrir notre microbiote. Et alors ce qui est sympa avec notre microbiote, c'est que quand on lui apporte tous ces aliments, eh bien il va effectivement se transformer et finalement assez rapidement, on va avoir vraiment un impact sur les troubles de l'humeur, sur la fatigue, sur nos performances cognitives. Voilà, le microbiote, il se renouvelle. Donc, Très bien. Dernière question, tu parlais d'aliments fermentés, de boissons fermentées. Est-ce que du vin nature notamment, qui est très fermenté aujourd'hui, on est vraiment sur les vins extrêmement travaillés pour cet aspect fermentation. Est-ce que malgré le fait que c'est de l'alcool, donc pas idéal, voilà. ça a quand même un impact Alors, positif? c'est effectivement une boisson fermentée. Voilà, alors beaucoup plus controversée effectivement parce qu'on a l'impact de l'alcool. Mais voilà, un verre de vin pris dans un déjeuner, enfin plutôt dîner même très végétal peut avoir son intérêt. Hein. D'ailleurs, quand on étudie le modèle méditerranéen, qui est un modèle de santé par excellence, eh bien, on voit que les gens ont cette consommation, mais très raisonnable Oui. d'un verre de vin dans leur repas qui est très végétal. Voilà. Et là, on a l'aspect protecteur du vin. Alors, je vois que le temps passe et il nous reste finalement assez peu de temps, 10 minutes d'ici la fin Donc, on va essayer de présenter donc, cette dernière partie pour arriver à la conclusion et prendre vos questions. Dernière partie, donc, les ennemis du cerveau. Alors, quels sont-ils? Ça m'intéresse. De quoi on parle? Alors, depuis le début, je vous dis que le cerveau, c'est comme une boule de gras. Alors, il faut imaginer la motte de beurre qu'on met dans le frigidaire sans la couvrir. D'accord. Et quand on la ressort, cette motte de beurre, elle a capté, en fait, toutes les odeurs qui sont dans le frigidaire. Et en général, on trouve qu'il n'est pas très bon et on n'aime pas trop le consommer. Et sa couleur change d'ailleurs aussi, le beurre. En plus, oui. Ouais. Ouais. Alors, il faut imaginer le cerveau, c'est pareil. Il capte en fait tous nos toxiques environnementaux. Alors, certains sur lesquels malheureusement on ne peut pas vraiment agir, hein, c'est la pollution environnementale. Ça, c'est sûr, on ne va pas pouvoir tellement agir dessus. En revanche, il y en a d'autres sur lesquels on peut vraiment avoir une action. Donc, c'est évidemment le tabac, l'alcool, on en a parlé, les drogues. Ça va être aussi tous les perturbateurs endocriniens, voilà, qui sont aussi assez délétères pour le cerveau. Les produits qui sont trop grillés, qui vont en fait produire des composés néoformés que notre cerveau n'apprécie pas beaucoup. Alors, on pense souvent au barbecue. Oui. Alors bon, voilà, le barbecue, ça reste quand même assez occasionnel, mais je dirais que dans le quotidien, il y a même parfois la tartine du matin trop grillée. Voilà, tout ce qui est trop grillé, trop caramélisé, les légumes qu'on a fait revenir dans la poêle, qui ont bien caramélisé. Voilà, toutes ces cuissons un peu haute température, finalement, elles sont pas très bonnes pour le cerveau. Il faut mieux privilégier des cuissons douces, à l'étouffée, à la vapeur, qui vont conserver toutes les protéines et toutes les vitamines et qui n'impacteront pas notre cerveau. Et puis, alors je pense qu'il y a peut-être une dernière catégorie d'ennemis
ennemi de notre cerveau, on va dire, c'est quand même tous les aliments un peu ultra transformés. Alors oui, on va en parler aussi, hein. Ouais, ouais. Tous les aliments ultra transformés, on va peut-être donner la définition d'abord de ce que c'est. Et là, j'aime bien citer Anthony Fardet, hein, qui est vraiment le chercheur français qui cherche justement l'impact de ces aliments ultra transformés sur notre santé globale. Et donc, les aliments ultra transformés, c'est des aliments qui ont une liste d'ingrédients souvent très longue, avec des ingrédients que vous n'avez pas dans vos cuisines, avec des mots même parfois que vous ne comprenez pas. Alors, on parle dextrose, maltodextrine, sirop de glucose fructose, sucre inverti, émulsifiant, enfin bon, voilà. Donc, c'est pas des ingrédients qu'on a dans nos placards. C'est pas du beurre, du sucre, de la farine, des choses assez simples. Et puis, dans cette liste longue, en bas de la liste, souvent, il y a tout un tas de petits E avec un petit numéro. Ça, c'est tous les additifs qui ont été rajoutés pour améliorer la couleur, pour améliorer le goût, la texture, voilà. Et la durée de vie aussi en étagère, la conservation. Exactement, voilà. Donc, tous ces aliments ultra transformés, malheureusement, ils sont souvent trop gras, trop sucrés, ils contiennent du gras trans industriel. Voilà, tout ça, ça fait pas bon ménage avec notre cerveau. Les additifs, ben voilà, certains maintenant sont vraiment controversés et montrent qu'ils ont un impact délétère sur notre fameux microbiote. Ouais. Donc à nouveau, ben, dans cette circulation, dans cette conversation intestin-cerveau, c'est pas très bon. Donc on va essayer de limiter la consommation de ces produits ultra transformés. Hein. Donc tout le monde sait ce que c'est, hein. On les a largement dans nos grandes surfaces. Oui, on a une slide d'ailleurs hein, qui montre ça. Voilà, et c'est des packaging très colorés, très attractifs, surtout pour les enfants. Mais essayons de limiter la consommation de ces produits à 10-15% du caddie. D'accord. Hein, je voulais vous dire qu'un autre gros ennemi du cerveau, c'est quand même la déshydratation. Ah oui. Voilà, parce qu'on est tous déshydratés, généralement, on ne boit pas assez. Or, notre cerveau est extrêmement sensible à la déshydratation. Donc, il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire. Il faut boire en permanence. On parle de 1,5 litre d'eau par jour. Hein, donc, c'est quand même 7-8 verres au quotidien. Donc, c'est beaucoup. C'est l'eau qui nous réhydrate le mieux. On peut aussi prendre un peu de café le matin pour justement booster un peu la dopamine. Du thé, des tisanes. D'ailleurs, c'est des boissons qui vont apporter de la couleur, donc des polyphénols, donc c'est intéressant. Mais voilà, c'est l'eau qui nous réhydrate le plus. Et là, si vous commencez à fatiguer, là, vous dites, ah là, j'en peux plus, qu'est-ce qu'elle vous raconte depuis une heure? Reprenez un petit verre d'eau, vous allez voir, le cerveau repart et vous met de meilleure humeur. Voilà, comme ça, on peut prendre les questions. Alors oui, parce qu'il y a 3 points essentiels peut-être à retenir, mais on va prendre d'abord quelques questions avant de conclure. Alors, Dan. Alors, allons-y. Il y a quelques questions autour de la conservation des fruits et légumes. Donc, une question de Delphine sur les produits de saison, des fruits ou légumes des saisons, même surgelés, sont-ils bénéfiques pour notre santé et notre morale? Et Elodie qui complète cette question par que penser des fruits et légumes en conserve? Alors, c'est un petit peu différent en effet. Alors, il vaut toujours mieux consommer des fruits et légumes de saison et frais si possible, hein, parce que ceux qui viennent de sortir de terre et qui sont dans leur saisonnalité, eh bien justement, ils auront développé plus de polyphénol, donc ce sera meilleur pour la santé. Si c'est des fruits de saison congelés, alors je vois, s'ils ont été congelés, ça dépend quand est-ce qu'ils ont été congelés en fait. Ouais. Si c'est vous qui les congelez et que vous les consommez dans les mois qui arrivent, il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est ce que je disais, hein, la congélation permet de conserver les vitamines. Donc voilà, ce qui est important, c'est de prendre des fruits tous les jours et ne pas oublier d'en consommer. Donc voilà, on va pas trop se formaliser. Ce qui est assez différent des fruits en bocaux, hein, parce que les fruits en bocaux peuvent avoir été justement un peu sucrés, peuvent être dans un sirop pour le coup, sucré. Et donc là, à l'inverse, l'index glycémique ne sera pas le même. C'est souvent plus sucré. J'espère avoir répondu. Oui, merci beaucoup. Il y a deux autres questions qui se rejoignent là encore une fois, peut-être plus sur le timing ou la chronologie.
Est-il déconseillé de terminer le repas du soir par un fruit? Nous demande Odile. Et Florie se demande s'il vaut mieux manger une orange le matin au réveil ou 30 minutes avant le déjeuner pour la digestion, ou voire en dessert. D'accord. Alors vraiment, les fruits pris dans un repas, c'est très bien, hein, il n'y a pas de problème à prendre un fruit en fin de repas. Ce que je vous le disais, c'est qu'un fruit entier à croquer, nature, hein, vraiment, conserve toutes ses fibres et vont agir sur la charge glycémique globale du repas. Donc aucun problème pour prendre un fruit en fin de repas. Pas de problème non plus pour manger une orange le matin avec au petit déjeuner en fait. Hein. Surtout que les oranges, les agrumes, le kiwi par exemple, je pense à ça parce que c'est souvent des fruits qu'on a tendance à prendre le matin. Voilà, c'est des fruits qui ne contiennent pas beaucoup, qui ont un index glycémique assez faible. Hein. À la différence par exemple d'une banane. Une banane, et d'ailleurs plus une banane est mûre, plus son index glycémique augmente. Les fruits secs, par exemple, ont évidemment un index glycémique. Je voyais que là, il y avait des figues séchées. Voilà, les fruits secs, eux, ont un index glycémique plus fort que les fruits frais. Voilà, alors je disais, pas de problème pour consommer des fruits pris dans un repas ou même au petit déjeuner. Je ne sais pas s'il y avait encore des questions. Une dernière question, Dan, avant de conclure. Alors oui, on a deux questions, là encore une fois, peut-être plus sur les intolérances. Donc on avait une question de Marjorie. Pour les yaourts, si on ne supporte pas le lactose, est-ce que les yaourts sans lactose sont une bonne alternative? Et une autre question qui concernait le gluten, j'essaie de la retrouver. Alors, je vais peut-être déjà répondre pour le lactose. En tout cas, ce qu'il faut comprendre très brièvement, hein, c'est que quand on a un yaourt, justement, on a pris le lait, on a ajouté ce ferment et ces petites bactéries, elles se sont nourries du lactose, donc du sucre du lait, pour former ce yaourt. Donc finalement, dans un yaourt nature, il y a quasiment plus de lactose. Donc même les intolérants au lactose en général supportent le yaourt nature. Yaourt nature. Alors évidemment, hein, pas sucré, sans fruits, mais le yaourt nature est généralement bien toléré. Et sur le gluten? Alors, c'était une question de Marjorie. Pour les personnes ne supportant pas le gluten, les pâtes à base de maïs et riz ne sont jamais complètes. Est-ce un souci? Est-ce qu'il y a des alternatives? Alors, il y a effectivement toute la famille plutôt des légumineuses qui va être intéressante. Je dis ça parce que parfois maintenant on trouve des pâtes de lentilles, des pâtes aux pois chiches, ça peut être une alternative. Et puis il y a des céréales qui sont sans gluten, comme qu'est-ce que tu as montré tout à l'heure, le quinoa, le millet. Il y a d'autres céréales qui ne contiennent pas effectivement de gluten. Ouais. Voilà. Eh bien, ça nous amène à la conclusion. On va conclure. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme 3 points à retenir, Géraldine, qui résume un petit peu tout ce qu'on a dit, parce qu'on a dit beaucoup de choses, évidemment. Beaucoup de choses, et on a vu cette assiette complète, variée, colorée, très importante. Mais peut-être en 3 points à retenir, essayez de mettre en place cette assiette qui respecte cette chronobiologie, donc avoir une assiette chrono-nutrition pour booster nos neurotransmetteurs, la dopamine le matin, la sérotonine le soir, ça c'est un premier point. Un deuxième, peut-être chouchouter son microbiote en ayant le plus de fibres dans son alimentation, donc des fruits, des légumes, des produits fermentés. Et puis, troisième point, c'est vraiment apporter au quotidien ces acides gras oméga 3 vraiment essentiels, indispensables. Très bien. Merci Géraldine, merci à vous toutes et à vous tous. Et on repasse la parole à Nathalie pour la conclusion.
Très bien, merci beaucoup Géraldine, merci beaucoup Eric pour cette conférence très très riche en informations et à laquelle on a essayé de répondre au maximum de questions, mais effectivement il y a eu beaucoup de questions dans le fil de conversation, donc merci à tous de votre intérêt pour cette thématique. Vous recevrez bien sûr le lien vers le replay par mail dès la fin de cette rencontre. Et il va y avoir aussi un questionnaire de satisfaction qui va s'afficher juste à la fin sur votre écran. Voilà, donc merci à tous. N'oubliez pas de vous inscrire à notre prochaine conférence qui aura lieu le 9 mai sur la santé mentale féminine. Voilà. Merci à tous et très bonne fin de journée. Au revoir.